En fait, je pensais, moi, que l'édition, c'était pas compliqué pour être éditeur. Il fallait mettre la main sur un mec de génie qui avait écrit un bouquin génial et de l'imprimer pour en faire un best-seller génial. Donc, grosso modo, c'était pas un métier très compliqué. Et puis, je me suis aperçu que c'était pas tout à fait ça, que économiquement, c'était un métier extrêmement compliqué. Euh, et puis surtout au niveau littéraire, je me suis rendu compte que c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'il y a dans le métier d'éditeur, à l'intérieur de ce métier-là, il y a ce qu'on appelle les éditeurs ou les éditrices qui sont en charge du manuscrit que vous amenez. Et là, j'ai découvert un vrai métier, et j'ai découvert des gens qui sont indispensables, je pense, pour les auteurs. Je pense que le mythe de l'auteur qui a écrit le roman du siècle et qui arrive et qui le porte, qui le pose sur un bureau en disant il n'y a pas une seule virgule à changer, c'est du pipeau. Peut-être que ça arrive pour quelques grandes signatures dans le monde, mais c'est pas ça du tout. En tout cas pour un auteur comme moi, à mon niveau. Et j'ai découvert avec plaisir ce métier d'éditeur qui consiste à apporter un manuscrit, à ce que quelqu'un de compétent à la fois dans l'écriture et en même temps dans le style, dans la tendance, dans ce qui plaît, dans ce qui se vend, dans l'image qu'on veut garder par la maison d'édition, enfin avec plusieurs facteurs, commente ce que vous avez écrit et vous fait des recommandations. Ce sont toujours des recommandations. Il n'y a pas d'obligation à les suivre, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais ce sont des recommandations qui sont à tous les niveaux. Style, on a tous des types d'écriture, tous. Et c'est bien que quelqu'un nous les fasse remarquer pour qu'on les corrige, parce qu'on s'aperçoit très vite qu'une fois enlevé l'éthique, il reste une écriture plus limpide, plus claire, plus nette, plus belle. Et nous, on est trop dedans pour s'en rendre compte, parce que par définition, c'est un tic, donc on ne s'en rend pas compte. Et puis c'est un vrai boulot, c'est un vrai boulot d'échange auquel moi j'ai vite pris plaisir, c'est-à-dire les 2-3 tours de correction où on discute des fois de juste une phrase qui manque pour faire un lien plus clair entre une action et une autre, ou faire un rappel de quelque chose, ou éviter des répétitions, ou être plus clair sur un petit point documentaire, et ça m'a beaucoup plu. Et moi j'ai eu la chance de tomber sur une éditrice magnifique, Stéphanie Delestré, donc chez Albin Michel, avec qui se sont établis des rapports extrêmement justes au niveau de mon écriture. Dans ma boîte, j'ai une petite boîte de com qui travaille essentiellement dans le voyage, et un de mes clients, pour qui je réécrivais beaucoup de textes, y compris les éditos de ses catalogues, m'a fait un jour ce que j'ai pris au départ, peut-être pas vraiment comme un compliment, et que je prends maintenant comme un compliment. Il m'a dit: Manouk, j'aime bien travailler avec toi parce que tu n'as pas de vanité d'auteur. Au début, je me disais, mais non, un auteur, ça doit être au contraire fier de ce qu'il écrit, et ça doit rien lâcher, ça doit tout exiger du respect de son écriture. Et en fait, c'est pas ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est que ça ne met pas en cause l'écriture. Ne pas avoir de vanité d'auteur, ça veut dire accepter que ce qu'on a fait n'est pas parfait, en tous les cas, pour ce que doit être un livre. C'est-à-dire une œuvre de la pensée, une œuvre écrite, qui se traduit en ouvrage industriel, parce que tirer à 20, 30, 40, 50 000, c'est déjà une industrie. C'est une industrie culturelle. Et la vanité d'auteur, ce serait de dire, je sais tout. Je sais tout de ce que j'ai écrit, je sais tout de ce que je voulais écrire, je sais tout de ce que les lecteurs vont comprendre, je sais tout de la façon dont il faut leur faire comprendre et leur exposer. Et là, c'est faux. Il y a des gens qui ont une longue expérience dans la façon dont les histoires sont perçues, dans la façon dont elles se construisent, et les éditeurs, et en tout cas mon éditrice, Stéphanie, c'est ça. C'est qu'elle sait ces choses-là. Et donc il s'établit un rapport très précieux, là où l'absence de vanité d'auteur devient chez moi une qualité, c'est que j'accepte ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Dans le premier bouquin, dans Yeroul Delger, en dehors de plein de petites choses sur lesquelles on évite de tomber d'accord, des répétitions, l'éthique d'écriture, etc., Stéphanie m'a demandé 2 choses essentielles. Réécrire la scène du viol de Oyun et contracter à la fin la scène de l'ours.
Et elle avait raison, parce que dans la scène de viol, en fait j'avais décrit le viol au début de façon très très clinique. Probablement pour m'en dégager, pour ne pas m'impliquer dedans, pour avoir un regard extérieur, et probablement pour la rendre aussi plus insupportable. Et donc j'étais rentré dans beaucoup de détails, et c'était vraiment une description clinique, presque un rapport policier presque. Et Stéphanie a eu ce mot essentiel, elle m'a dit, mais ce qui fait la violence du viol, c'est pas la violence avec laquelle il est commis, c'est le viol lui-même qui est violent. À la limite, même s'il est commis sans vraie violence physique. Et donc, c'est le travail d'un éditeur. Et elle m'a poussé à réécrire ce texte un peu plus court, avec un autre angle d'attaque. Et si on lit bien cette scène-là, même si Oyun subit des violences, il n'y a pas d'aboutissement du viol, on va dire, entre guillemets, même si ce qui arrive est odieux, et même si il faut prendre ce que je dis avec précaution, parce qu'un viol reste un viol, même s'il n'est pas consommé. Mais en tous les cas, la façon dont je l'ai réécrit, si on regarde bien, Oyun lui échappe à la dernière seconde. Et en plus, il y a une chose que, et là ça c'est dans la construction de la scène, une chose que je n'avais pas vue, c'est que, effectivement, Stéphanie m'a dit, mais après ce que tu fais subir à Oyun dans ta première version du viol, il est impossible qu'elle s'évade en quad, en tout terrain, à travers la nuit, à travers les steppes. C'est impossible. Donc non seulement il y a une mauvaise approche du viol en lui-même, et en plus il y a une impossibilité, une improbabilité de la scène qui suit. Et puis l'autre scène, celle de l'ours, je suis tellement fasciné par cet animal que j'étais parti à décrire tout son comportement, le moindre balancement, comment s'il marche les pieds à l'intérieur ou à l'extérieur, ça indique s'il est dangereux ou pas, etc. Et elle m'a rappelé à l'ordre en me disant 10 pages pour dire tout l'amour que tu as, toute l'admiration que tu as pour cette bestiole. C'est trop dans l'action et ça la dessert. Donc voilà. Bon, en plus, ce n'est pas seulement ça, monsieur l'éditeur, en tout cas pour l'éditeur, c'est tous les petits détails. Mais en tout cas, cette partie-là, je l'ai découverte et je suis très très content parce que ça donne une autre amplitude à mon travail d'auteur. Bon, eh bien, j'espère que l'aventure va continuer, pour moi en tous les cas, et pour vous aussi, avec, bien entendu, la suite des aventures de Yarol Delger, les temps sauvages, les mêmes personnages, ou en tout cas ceux qui ont survécu au numéro 1, dans une nouvelle aventure, et j'espère que nous allons tous nous retrouver autour de cette grande saga mongole qui continue. Merci à vous en tous les cas, et à très bientôt.